Le jeu est une action ou une activité volontaire accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie, mais complètement impérieuse, pourvue d'une fin en soi, accompagnée d'un sentiment de tension et de joie, et d'une conscience d'être autrement que dans la vie courante. Alors ça, c'est tiré de Homo Ludens, et c'est un sociologue du nom de Huizinga qui a écrit cela. Car oui, mesdames et messieurs, il existe une sociologie du jeu et une anthropologie du jeu. Parmi les grands noms français, il existe notamment Roger Caillois, qui a consacré sa vie à étudier le jeu dans les différentes civilisations. Et je vais me baser un peu sur ses travaux pour vous présenter les différents jeux dans l'Antiquité grecque. Alors, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on parle de jeux et surtout de jeux de société destinés à passer le temps. Car comme le dit Roger Caillois, le jeu ne produit aucune richesse. Il n'a qu'un seul objectif, le divertissement. Et pour passer le temps, rien de mieux que de se divertir, surtout en ces temps de confinement. Alors, dans le monde grec, il existe de très nombreux jeux, et ce dès l'enfance. On a retrouvé tout un ensemble de poupées, de jouets pour enfants, des petits bœufs, des petits chevaux à tirer. On a retrouvé des jeux un petit peu plus adultes, on va dire, un peu plus pour des personnes un peu plus grandes, des adolescentes notamment. On a retrouvé aussi des toupies, de très très nombreuses toupies qui existent depuis assez longtemps. Et évidemment, on a retrouvé des osselets. Alors, il faut savoir que selon Roger Caillois, toujours selon lui, il y a 4 types de jeux. Les jeux agonistiques, c'est-à-dire des jeux d'opposition, d'accord. Les jeux de mimétie, donc où on reproduit, on s'amuse à refaire quelque chose, à mimer quelque chose, à incarner un personnage. On a tout ce qui est du domaine du vertige, donc les jeux où on va perturber les sens, justement. Et enfin, on a les jeux de hasard. Et ça tombe bien parce qu'on dit que ces derniers ont été inventés par un homme du nom de Aléa. Encore une fois, c'est un grec qui a inventé le dé, kubos en grec. Donc le dé est un moyen de lancer pour faire du hasard, mais pas seulement. Les osselets, par exemple, sont des outils qui permettent à la fois de faire des jeux d'adresse. Vous connaissez toutes et tous le principe où on va lancer un osselet en l'air, ramasser ceux qui sont au sol et rattraper celui qu'on a lancé. Bon, ça, c'est typiquement de l'adresse. Mais vous avez aussi les jeux d'osselets de hasard, où vous allez lancer les osselets, et en fonction de la manière dont ils vont tomber, eh bien, vous allez pouvoir marquer des points. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le jeu des cochons, où en fonction de la position dans laquelle les cochons tombent, ça marque des points. Et là, c'est le même principe avec les osselets. Donc évidemment, on retrouve des osselets dans l'Antiquité grecque. Alors, toupie, osselets, dés, bon, tout ça c'est bien gentil, mais la question qui m'avait été posée, c'est est-ce qu'il existe des jeux de société, c'est-à-dire des jeux avec des plateaux et où il y a une forme d'agone, il y a une forme d'opposition avec l'adversaire. Alors, il y en a plusieurs, et d'abord, je vais vous en apprendre un, dès à présent, qui ne demande aucun matériel, si ce n'est des doigts. C'est ce qu'on appelle, alors, on sait que les Grecs y jouaient, mais on a uniquement des sources latines qui nous montrent cela, mais les Latins disent que les Grecs y jouaient. Donc, ce jeu de la Mora, qui existe encore donc, en Italie, est tout simple. Vous avez une main, vous avez 5 doigts. Le but va être de parier sur ce que votre adversaire va miser. On fait un exemple. Moi, je vais estimer que je vais mettre 2 doigts à partir de la prochaine manche, et j'estime que vous allez en faire à peu près autant. Vous allez peut-être mettre 2 ou 3 doigts. Donc si je dis 5, je serai assez proche. Donc je maintiens ma main fermée, et là on fait 1, 2, et au moment où je montre mes 2 doigts, j'annonce 5. Et là, c'est le joueur le plus proche. Si vous, par exemple, vous avez mis 2 doigts et vous avez annoncé, je ne sais pas, 4, vous êtes plus proche que moi, vous gagnez la partie. A l'inverse, si vous avez mis, je ne sais pas, 1 doigt et vous avez annoncé 2, eh bien, vous êtes là aussi plus proche de 1 point. Par contre, si vous avez mis 5 doigts et vous avez annoncé 10 en pensant que j'allais faire une grosse main, eh bien là, c'est moi qui suis le plus proche avec mes 2 doigts. Et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu un petit peu
de réflexion où on compte et on fait 1, 2, 4. Et là, j'ai misé sur le fait que vous allez mettre un doigt. Donc, c'est un jeu tout simple sur lequel on peut évidemment faire des paris. Puisque avec les jeux de stratégie d'Agon, que ce soit des jeux de hasard ou des jeux d'adresse, par-dessus, le jeu, pour y mettre de l'intérêt, pour que l'engagement soit plus réel, on va miser de l'argent. Et là, le jeu sort un peu de son cadre, qui normalement ne vise pas l'enrichissement, mais le pur divertissement. Pour en fait renforcer et passer le temps, on va y mettre un intérêt financier. Et ça, les Grecs le faisaient beaucoup. Alors, on a ce jeu-là. Moi, je vais vous présenter 2 autres jeux. Alors là, où vous avez besoin de quelques cailloux et d'un peu de sable, vous pouvez tracer ça. Ce sont des jeux que l'on a retrouvés un petit peu partout dans le monde antique grec et dans le monde romain. On les a retrouvés gravés sur les côtés, par exemple, des latrines communes. On les a retrouvés sur des céramiques. On a retrouvé ça aussi représenté sur des vases, des scènes de joueurs. Donc, moi, je vais justement vous présenter 2 jeux principaux. Et d'abord, un jeu grec très connu qu'on appelle le Pantégrammaï. Le Pantégrammaï, donc, c'est le jeu des 5 lignes. C'est un jeu très connu dans le monde grec, notamment parce que dans l'Iliade, on nous dit que ce sont les militaires qui y jouaient pour s'occuper, pour passer le temps. Et voici une représentation de Ajax et de... Excusez-moi, je vais les récupérer. Et de Achille qui y joue. Voilà, je vous la mets ici. Alors, sur cette scène, on voit donc les 2 personnages en train de jouer avec un plateau. Alors, c'est pas la seule. On a beaucoup de représentations de ce type-là, et très souvent, les 2 personnages sont parfaitement symétriques. Ils sont l'un face à l'autre, et ils jouent avec toute leur attention. Leurs armes sont derrière eux, généralement, mais parfois, ils tiennent encore leur lance dans la main. On symbolise sur le vase l'agone qui a lieu entre les 2 opposants qui sont normalement des amis. Ajax et Achille sont 2 grands amis qui vont mourir durant le siège de Troie. Alors comment ça se joue? Avant de reprendre un petit peu le côté symbolique. Alors c'est un jeu assez simple. Alors je vais regarder si peut-être je vous l'ai pris. Alors c'est pas pour rien. Hop, hop. Voilà. Alors ça ressemble à ça. Alors là on en a plus de 5. Ça c'est une céramique, une grande céramique. Voilà. Mais il faut imaginer 2 lignes, puis une ligne centrale avec un rond, puis 2 autres lignes. D'accord? C'est tout simple. On est face à face et on a chacun des pions avec nous. On en a 5 chacun. Alors il y a des variantes, on peut en avoir 3, 2. Bon, moi je prends la variante où on a 5 pions. L'adversaire en a 5. Et on va, chacun à son tour, lancer un dé. Le dé, à 6 faces, va vous permettre d'avancer sur les lignes. Alors vous partez toujours par la droite, depuis votre camp, et puis vous avancez. Et le but est d'atteindre la ligne du milieu. En gros, vous êtes obligé de faire un premier tour, puis d'atteindre le camp adverse pour rentrer dans la ligne centrale et vous mettre dans le cercle. À partir du moment où votre pion est ici, il est sauvé, vous le mettez là, et vous avez marqué un point. Le but est de mettre tous vos pions à l'intérieur. Donc vous lancez vos dés, faites 3, vous vous mettez sur une position, puis l'autre lance, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un jeu de placement. L'adversaire ne peut venir se poser là où vous êtes. Donc si il lance son dé et il voit qu'il ne peut pas avancer son pion à un endroit, il est bloqué, il est obligé de sortir un pion de son camp. Et au fur et à mesure que le jeu avance, le plateau est de plus en plus confiné, on va faire des stratégies de placement où on va se dire, tiens, plutôt que de rentrer mon pion tout de suite, je vais aller le bloquer pour éviter que mon adversaire ne rentre et ne finisse le jeu. Donc on a un jeu de placement et de hasard. Ça va comporter 2 aspects dans le jeu, la stratégie et donc la métisse dans le monde grec, et aussi l'aléa, qui est en fait une expression du divin. Donc ce jeu en fait comporte finalement ce qu'on retrouve littéralement dans la guerre de Troie, c'est-à-dire d'un côté, les hommes se battent et font de leur mieux, donc ils engagent toute leur puissance, donc là en l'occurrence sur le jeu, toute leur métisse, toute leur ruse, mais malheureusement, ils sont aussi les jouets des dieux et ils acceptent le sort. Donc c'est un très bon parallèle, et d'ailleurs le côté agonistique d'affrontement se retrouve avec les 2 personnages face à face. Alors ce motif d'Ajax et Ulysse qui jouent l'un contre l'autre, on le retrouve très couramment sur des céramiques grecques,
Et ce qui est assez particulier, c'est que malheureusement, dans l'Iliade, on ne nous en parle pas. On sait que c'est Ajax et on sait que c'est Ulysse parce que c'est marqué. On a leur nom de chaque côté. Mais on ne sait pas à quel événement cela fait référence. Et en fait, on se demande si ce n'est pas une symbolique qui s'est retrouvée en fait sur les vases posés sur les banquets. Je pourrais parler des jeux des banquets si un jour ça vous intéresse, c'est des banquets tout simplement. Et tout simplement pour dire, ben voilà, un bon exemple de deux joueurs qui s'affrontent au pentagrammaï. Et on a dans le jeu deux personnages qui sont foncièrement différents dans l'Iliade. Puisqu'on a d'un côté, bon les deux vont mourir, mais Achille accepte son sort, il va se battre et on lui a annoncé qu'il allait mourir. Donc il accepte la potentialité de perdre dans la partie. Et il est mesuré. Alors oui, on dirait que Achille, la colère d'Achille, dans le jeu en tout cas, il est mesuré. Et il sait qu'il va mourir. Donc il n'a pas de problème avec ça. Donc il accepte la potentialité de perdre. A l'inverse, Ajax, lui, va mourir parce qu'il va perdre la raison. Il va se laisser aller à ses émotions. Or, dans le jeu, et notamment dans les jeux de hasard, il arrive de s'emporter. Et on a des textes où on nous dit que, justement, dans le monde antique, il est assez ridicule pour un soldat, pour un général qui joue à ce jeu, s'il perd, à cause de l'aléa, eh bien de s'énerver, de s'emporter, puisque il avait accepté les règles du jeu et les règles finalement de ce monde dès qu'il a mis un pied dans la partie. Donc, c'est une sorte d'école de la vie pour le soldat, pour maîtriser ses émotions et pour passer un bon moment. En plus de ça, eh bien, ça fait travailler la caboche. Alors pour ceux qui n'aiment pas du tout le hasard, puisque derrière, les soldats, eux, ils jouaient, alors eux, il n'y a même plus de métis, on lance du dé, on lance des osselets, on parie, on est carrément dans l'aléa. Il y a d'autres jeux, un autre jeu que je voulais vous présenter dans cette vidéo, je ne vais pas en présenter 50, le but, c'est pas de tout présenter, c'était les deux principaux. Donc d'un côté, on a le pentagrammaï, très facile à faire, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le latroncule. Alors le latroncule, c'est le nom romain. En grec, on appelle ça le jeu de la police, donc le jeu de la cité, ou de la Pythie. Donc la Pythie, c'est l'oracle de Delphes. Donc le but, c'est de deviner ce que va faire l'adversaire. Alors, vous imaginez un plateau d'échecs, mais au lieu d'être 8 sur 8, il est 10 cases sur 10 cases. Vous allez avoir 8 pions et un général face à 8 pions et un général. Alors, c'est des règles que j'ai un peu retravaillées et qu'on fait dans l'association. Il n'y a pas de manuel, malheureusement. On a retrouvé uniquement des cases, des petits jetons. Ce sont, nous, des règles que nous avons expérimentées pour jouer. Le principe est assez simple. Avec vos pions, vous allez vous déplacer sur les cases de côté. Alors, certains jeux ont carrément des diagonales, donc ça fait comme un champ de bataille où on peut faire des mouvements un petit peu particuliers en fonction des lieux où on va. Bon, on va prendre vraiment la version simple. On va comme un pion devant ou sur les côtés, jamais en arrière. Et du coup, un pion de dame, excusez-moi. Et du coup, grâce à ça, on va avancer et le but, ça va être d'encercler les pièces adverses. À partir du moment où vous faites l'action d'encercler un jeton adverse, vous prenez le jeton à votre adversaire. Et vous avez votre général qui lui fonctionne comme une tour aux échecs et qui peut se déplacer d'un côté à l'autre, mais s'il est capturé, vous perdez la partie immédiatement. Donc c'est un jeu de stratégie. Vous ne pouvez pas faire une ligne complète puisque vous n'avez que 9 pions et il y a 10 cases en largeur et en longueur. Donc vous ne pouvez pas bloquer le jeu. Et le but va être de placer ces pions, de réfléchir, d'être patient, d'attirer l'adversaire dans des pièges tout en avançant. Puisque les pions ne peuvent qu'avancer. Lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, alors ça c'est une règle qu'on a nous inventée, il devient lui aussi un général. Donc du coup il devient aussi fort qu'une tour. Ce qui permet un petit peu de dynamiser le jeu. Donc voilà, c'est un jeu très sympa et qu'on retrouve gravé un petit peu partout dans le monde romain, là aussi. Donc dans le monde romain, on appelle ça le latroncule et on sait que c'était énormément joué dans les camps de soldats. Donc voilà. Donc le but là, c'était de vous faire une petite vidéo un peu plus courte, d'un peu moins de 15 minutes. Je vous rappelle qu'à présent, le live se fait le lendemain. Donc le live, pour répondre à cette vidéo, pour aller un peu plus loin, eh bien, ça se fera demain à 19 h et que la prochaine vidéo ne se fera pas demain, mais après-demain, pour justement espacer les vidéos, espacer un petit peu le rythme et permettre aux gens de prendre le temps de voir la vidéo pour ensuite venir au live, parce que du coup, le live est un très bon complément de ces vidéos. Avant de vous quitter, je vous présente juste quelque chose qui est exceptionnel. Nous, avec l'association, nous allons faire un atelier sur les jeux dans l'Antiquité, justement, dans la saison qui vient, si saison il y a. Et pour beaucoup, alors en dehors de mes travaux de recherche sur le jeu,
en anthropologie et en sociologie, on a pu avoir beaucoup d'informations très claires grâce à une exposition qui était formidable à Lyon. Cette exposition, donc, elle était au musée gallo-romain, oui c'est ça, musée gallo-romain, hein, donc de Lugdunum, donc c'est un petit peu sur les hauteurs de Lyon, et dans l'ancienne ville, hein, l'ancien théâtre, et ils ont fait une très belle exposition qui s'appelle Ludique. Alors là, je suis désolé, vous êtes à l'envers, donc Ludique, et ils ont un très bon catalogue que vous pouvez peut-être trouver en ligne, et dedans vous avez des pièces incroyables, hein, des pièces de jeux de société, voilà, des personnages qui jouent, voilà, ça c'est pas le catalogue, c'est juste même le fascicule, hein. Et ils avaient vraiment collectionné un ensemble, enfin exposé un ensemble de jeux vraiment formidables, et ils avaient comparé ça à des jeux contemporains. Donc j'avais trouvé ça exceptionnel, et c'est un petit peu une annonce des ateliers que vous verrez pendant les prestations. Donc j'espère que ça vous a plu, et si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous demain dans le live. Pour les autres, les commentaires pour le sujet d'après-demain. Bonne soirée à toutes et tous. Glagla, le vent.